Donc, les jeunes veulent apporter leur pierre à l'édifice pour pouvoir contribuer au développement de leur pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, bienvenue. De retour sur ce podcast de Jeunes Émergents. Ça naît d'un concept qui devient une école de formation, un regroupement de jeunes qui décident de changer les choses à travers l'orientation, la formation, mais bien sûr une application professionnelle au quotidien. Nous recevons aujourd'hui l'un de leurs leaders, Doré Farnel Kanda. Bonjour. Bonjour. Un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Merci. C'est la première fois. Est-ce qu'on est bien installé? Oui, très bien. Ça va quand même secouer. On a entendu parler du Fonatev, donc ce concept que vous avez lancé, ça fait 6 ans aujourd'hui, qui était plutôt axé sur les orientations en fait. Mais avant d'atterrir là, vous-même, en tant que leader, en tant que membre de ce collectif, d'où est née cette passion de pouvoir faire les choses et surtout comment est d'abord structuré votre parcours avant d'en descendre? Merci. Déjà en parlant de la naissance, le Fonatev est né d'une motivation à répondre à une problématique très récurrente. D'ailleurs, dont moi-même et les amis avec qui nous avons partagé la vision, nous étions confrontés. Alors, ça remonte des années 2014-15. On se retrouve en Afrique de l'Ouest, jeunes Congolais. Les parents, pour certains, ont mis les moyens, pour certains, ont bénéficié de la bourse de l'État. Mais on est confronté à une situation d'orientation. J'ai eu le bac, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Nombreux sont là parce que le papa a dit tu dois faire droit, tu dois faire comptabilité. Nombreux sont là parce que son nom est sorti à la DOB dans tel secteur, ainsi de suite. Et on a même eu des parcours des jeunes, des amis perdus. Après 2, 3, 4 ans, ils se rendent compte que j'ai fait ceci, c'était vraiment pas ça, ou bien ça n'a pas cadré avec ses compétences, ainsi de suite. Et cette envie de répondre à cette problématique commence à se développer, d'où la première action que je fais. De but en blanc, un jour, j'ai échangé avec le président des étudiants congolais, disant que bon, mais dorénavant, est-ce qu'on peut pas faire telle proposition au gouvernement sur des critères de sélection? Il y avait des écoles même où on se rendait compte que le pays dépensait assez d'argent. Moi, j'aime mon pays. Je me suis dit, je peux pas continuer à voir ces écoles s'enrichir alors que le rendu n'est pas celui-là. On a essayé avec cet ami à l'époque, ça n'a pas marché. Et j'ai dit, bon, la première des choses que je dois faire, c'est de me décider d'être président des étudiants. Parce qu'avant le Fonatev, ça commence par cette décision de candidature. Je passe président des étudiants congolais au Bénin en 2016. C'est de là que je commence à mieux comprendre l'environnement, les difficultés, parce que le pays m'envoie les listes, c'est moi qui fais le pont, c'est moi qui vais discuter dans les universités, et ainsi de suite. Et ben, on se rend compte que le problème est sérieux. Je reçois jeter les noms, une délégation qui arrive, qui vient faire métrologie, contrôle et qualité. En tant que président des étudiants, je prends le temps d'échanger avec ses amis. Mais cette filière, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Le jeune te dit, fallait que je sorte du Congo, fallait que je voyage, donc je sais pas gérer, découvrir à l'école. Et ça encore, ça m'a rongé le cœur. Ça montre qu'on n'a pas pris le soin de dire aux jeunes, de les préparer, de dire voilà ce que vous allez faire pour tel objectif. Parce qu'une orientation réussie pour un pays prépare un objectif, prépare un avenir. On veut faire former des jeunes, par exemple, en génie civil pour 5 ans, et parce qu'un projet, c'est une statistique, on ne le fait pas au hasard. Donc c'est comme ça qu'on mène des activités à l'époque très ouvertes. C'était le ministre Richard Bruno-Itois, à l'enseignement supérieur. Nous sommes arrivés, nous avons mené beaucoup d'activités. Et il était question, parce que dans ma vision, j'ai toujours rêvé travailler chez moi, servir mon pays. Pendant que je préparais mon retour en 2018, je me dis comment je dois faire pour continuer à faire vivre cette ambition. C'est là où je crée le Fonatev au Bénin. Pendant une année, une activité très appréciée. On faisait le tour dans les écoles pour expliquer un peu les gens, quand tu fais comptabilité, voilà ce que tu vas devenir, les débouchés, ainsi de suite. Et on était invités dans plusieurs salons. Je me dis, mais finalement, le besoin est là. Le besoin est là. Je dis, mais si ici ça se pose, c'est que chez moi au Congo, ça se pose. C'est comme ça, un 31 juillet 2019, je fais un premier retour au Congo, après mon cursus universitaire. Je commence un premier salon d'orientation. Et c'est de là que tout est parti. Il y a eu des amis qui ont intégré, qui ont épousé la vision. Et aujourd'hui, d'ici le 31 juillet, on aura totalisé 6 au Congo. Et c'est comme ça que je suis resté définitivement. J'étais venu pour un salon, mais après, ça, j'ai pris le goût. On a fait le tour du pays. On allait ici et là pour partager la passion. Et quand j'ai vu le besoin était sérieux, tout ce que j'avais à faire, c'était de payer un billet pour aller prendre mes affaires à Cotonou
et revenir m'installer au Soit Congo. même les expédier. En moyenne, ça fait combien de jeunes que vous orientez chaque année? Et d'abord, comment ça se passe? C'est un événement par année ou par mois? C'est un événement sur toute l'année. Sur toute l'année. Qu'est-ce que nous faisons? À partir d'octobre, Oui. nous développons un calendrier, nous faisons le tour du pays. Oui. Enfin, on écrit aux directeurs départementaux, aux ministres en charge de l'enseignement pour nous donner des autorisations. Et nous faisons le tour. On peut arriver à Dolisie. On travaille avec les lycéens. Enfin, on prend vraiment le temps. Ce sont parfois des orientations personnalisées. Maintenant, quand on délibère le bac, on fait des salons, nous fourre-tout. Et surtout, parfois, à la préfecture, à l'université Marien-Gouabi, en fonction de la disponibilité des autorités aussi, parce que ce sont nous engageons quand même un secteur très sérieux qui est l'éducation. Donc, nous le faisons en grand rassemblement, 2 fois au moins l'année, à Brazzaville, à Pointe-Noire, quand le bac est délibéré. Mais sinon, au cours de l'année, nous le faisons par département, par ville. Ici, à Pointe-Noire, cette année, nous l'avons fait. Nous avons parcouru peut-être le maximum, pour ne pas dire toutes les écoles de Pointe-Noire. Donc, nous avons une équipe de professionnels motivés, comme vous pouvez vous dire, bon, il y a des jeunes qui sont passionnés du journalisme. Je vais vous partager ma vie au quotidien, je vais vous partager mon expérience, ainsi de suite. Et ça fait que ça développe l'envie de ce jeune de ressembler à tel journaliste. Vous voyez? Et puis aussi, ça permet à chacun de se découvrir. Il y a d'autres qui pensent, par exemple, pour être du journaliste, il faut avoir fait série A. Mais d'autres aussi qui n'en ont pas passion. Parce que c'est beaucoup de questions. D'autres ont dit, bon, parce que quand j'ai fait série, c'est je suis caricaturé à telle filière uniquement. Ah non, on peut avoir des compétences. Moi, par exemple, j'aime, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur l'administration, mais je suis à la base ingénieur électrique, informatique, industriel. Mais je pratique beaucoup plus le bureau, ingénieur de bureau, et puis je suis plus sur le terrain. Ça, c'est ma passion à moi. Donc, on développe toutes ces questions. Il y a aussi un problème d'orientation entre passion et école. Il y a des jeunes, quand il a une passion, par exemple, je prends un exemple de la musique, du foot, parfois ils se disent j'abandonne l'école, mais on les ramène sur le droit chemin. On peut associer. Est-ce qu'on peut associer les deux? Oui, on peut associer. Mais vous voyez aujourd'hui, Samuel Eto'o, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur au Cameroun, mais il n'est plus sur le terrain de football. Mais comment il le fait? C'est qu'il a développé des activités. Pendant que la passion domine, parce que le problème de la passion, c'est parfois un temps. Tu as un talent en musique, mais parfois c'est difficile de subsister sur le temps. C'est pas tout le monde qui fait du fallier pendant 10 ans. On a vu des artistes 2-3 ans après, ils s'étaient éteints. Mais si tu avais quitté le banc de l'école parce que tu étais artiste, qu'est-ce que tu deviens? Le but aussi, c'est de prendre les jeunes, surtout dans le sport, dans la musique, les métiers de la passion, les montrer les réalités de chez nous. Tu vois un jeune qui aime le football, je dirais c'est bien. Tu ne laisses pas le football, mais va à l'école. Nous avons vu la majestueuse en train de vaper. Je sais pas, je suis pas trop fan du football, le Bernabéu on appelle. Mais il a parlé espagnol, c'est comme s'il vivait là depuis. Mais comment on va pas faire pour apprendre cet espagnol alors qu'il vivait en France? Ça veut dire qu'il avait un objectif, j'irai au Real. La langue parlée au Real, c'est quelle langue? Il a pris des cours en off quand il est hors terrain. Parce que c'est pas un extraterrestre, ça vient du coup. Donc c'est aussi ces questions que nous traitons, surtout avec les jeunes. Quand il fait un peu du rap, il s'embrouille. C'est pas mauvais. Mais vous voyez Booba, très bien parler français. Booba a des entreprises. Donc on les emmène un peu à ces réalités. Il y a la possibilité de concilier les deux pour ne pas éviter au cas où. Là, ça ne marche pas, mais là, ça marche. Au cas où le jeu que ta passion ne répond plus, mais ce que tu as appris te permet de répondre. Exactement. Mais est-ce que vous avez un système d'orientation ou de qualification pour les accompagner juste au sein des entreprises? Oui. Là, vous verrez, c'est là où nous avons fait naître le Fonatev un bébé qui est une école, parce qu'on avait un problème de dissocier. Une association, c'était pour nous difficile de faire des recommandations vers les entreprises, mais au-delà des orientations, nous avons un programme personnalisé que nous faisons avec Future Vision Academy, où nous avons des formations, et nous avons une panoplie de partenaires, où après la formation, nous faisons des recommandations. Ça, c'est quand les gens sont formés chez nous. Mais à côté de cela, nous recevons des jeunes qui ont déjà un brillant parcours universitaire, mais nous jouissons aussi d'un bon réseau de partenaires au niveau du Fonatev, où nous pouvons faire des recommandations. Ils vont en stage, ils vont travailler, ils apprennent. Future Vision Academy est donc né du concept Fonatev. Comment le pont se crée? Comment on quitte de Fonatev pour tomber à Future Vision Academy? Ça va de pair des satisfactions et d'insatisfactions. Je suis au Fonatev, alors on crée un grand réseau avec les universités, parce qu'au Fonatev aussi, nous sommes dans l'orientation, même à l'étranger. Nous aidons des jeunes à aller, surtout en Afrique de l'Ouest, en France, et nous négocions avec ces écoles en amont. Si l'école coûte 500 000, on peut négocier une bourse partielle, on l'appelle. Le jeune paye 50%, ainsi de suite. On envoie. S'il veut d'une formation professionnelle, nous avons des centres de formation sur le terrain, nombreux qui font bien le travail.
Mais nous avions certains modules qu'on voulait révolutionner au Congo. Je vous parle par exemple de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais nous avons commencé à faire programmation de microcontrôleurs depuis longtemps. Nous avons des jeunes qui ont raflé les prix ici et là avec le directeur général de l'innovation technologique. Donc le Fonatef peut découvrir un secteur, on se dit c'est un besoin. Chez nous, on fait électronique, mais ils font dans quelles conditions? Est-ce que c'est l'électronique pour réparer les télés alors que l'électronique a évolué? Donc il y avait ces insatisfactions. Je me dis, mais pourquoi le jeune sud-africain peut faire ça et nous on ne fait pas? Bon, peut-être parce que le jeune congolais n'a pas un microcontrôleur, peut-être qu'il n'a pas ça et on initie des formations. Et souvent, quand on partait vers certains centres, soit ça n'existait pas, soit ça trébuchait. Mais quand c'est pas chez toi, tu peux pas imposer un rythme. Je me suis dit un jour, bon, je vais créer un centre de formation. Mon idée, c'est de devenir université un jour. Je dis, commençons par le centre de formation. Là, au moins, on peut déjà commencer à apporter. Et nous, le centre de formation, on est beaucoup plus axé sur les métiers de la technologie. Parce que la technologie, je dis souvent, c'est l'avenir. Aujourd'hui, quel que soit ton corps de métier, tu dois maîtriser l'informatique. Tout est lié à la tech. Donc, nous, c'est pas une tech où on disait hier que non, faut faire série, c'est non. Un journaliste, quels sont les secteurs de la technologie affiliés à ton domaine? Tu es médecin, ben, mais aujourd'hui, c'est plus la médecine, tu écris, il y a des logiciels, il y a des ceci. Donc, nous ouvrons cette vision en fonction du corps de métier. Aujourd'hui, il y a des juristes. Aujourd'hui, on parle de la cybercriminalité. Mais hier, on le négligeait. Vous êtes juge, vous voulez juger quelqu'un en cybercriminalité. Si tu te limites qu'au texte, mais quand tu as un peu de notion, tu peux connaître qu'il a utilisé tel logiciel. Voilà qu'est-ce qu'il faut, voilà comment je peux regarder. Et là, c'est un juriste avec un peu de magnanimité dans le domaine. Est-ce que c'est une manière de révolutionner l'université, l'apprentissage? Exactement. Comme j'ai dit, nous avons lancé le centre pour révolutionner le système universitaire. Je suis contre les ingénieurs papier. Je ne vais pas citer une école très grande renommée. J'étais frustré en 2019, je viens. Moi, installation des panneaux solaires, c'est un TP des élèves que je fais avec les premières années à Cotonou. Et je viens prendre ça comme projet de soutenance d'un jeune en licence, en génie électrique, université de renommée que je ne veux pas citer. Je suis choqué. C'est vrai, on fait les éloges. Après, je me rapproche de son directeur de mémoire. Le jeune a eu 15. Je dis, c'est bien. Mais là, si on lui met juste même à côté, là, pour ne pas citer certains pays, il va se noyer. Vous lui faites un panneau solaire. Quels sont les composants? Donc, il a exposé juste les panneaux. Il a dit, ça va s'allumer. Il a 15 à la station. Il dit, je suis contre. C'est comme ça que je rentre en contact avec le jeune. Je dis, bah, passe dans mon laboratoire. À l'époque, je suis à Chimamba, il arrive, on travaille. Je commence par son mémoire. Il dit, bon, essaie un peu de réaliser. Il se rend compte que le dimensionnement pas fait. Donc, c'est purement théorique. Le jeune n'a pas tort. Il n'a pas eu le matériel pour appliquer. Et aujourd'hui, c'est un super technicien en énergie renouvelable. Là, on a travaillé, il s'y intéresse même plus que moi. Là, il me dit, les parents veulent mettre un peu de moyens. Il va aller faire un master en énergie renouvelable. Je suis content. Donc, le but de ce centre, c'était de lier la théorie à la pratique. Nous recevions même des universitaires. Tu as fait génie électrique, tu as fait génie mécanique, tu as fait, c'est bon. Viens, oublions les papiers, oublions la théorie, allons sur la pratique. Oui. Mais comment vous faites là encore? Il y a une problématique. Vous vous positionnez en tant que quelqu'un qui apporte de l'innovation, qui pratique beaucoup, mais comment vous faites pour sélectionner les formateurs? Et comment vous faites pour sélectionner un bon système académique pour concilier les deux? Les formateurs déjà sont sélectionnés sur une base très, très sélective. Pourquoi je le dis? Nous prenons le soin d'abord de faire la ronde, on reçoit des CV, on discute, on trie, mais lorsqu'ils sont recrutés, nous les formons encore selon notre mode. En interne, oui. Nous avons fait un grand travail, on fait le tour. Sauf si c'est un problème, bon, on n'est pas là pour venir dénoncer les problèmes du système éducatif. Oui, mais tu peux faire 5 universités qui font la même filière avec 5 programmes différents. Chacun se réveille, il crée son programme, il crée son module. Donc ça fait que le jeune qui est sorti de telle école, et de telle école, c'est comme s'ils ont fait 2 filières différentes. Ou bien les universités bourrent des troncs communs. En génie mécanique, génie électrique, génie, tous troncs communs. On les fait beaucoup de mathématiques, c'est pas mauvais. Mais quand ils sortent de là, parfois le jeune lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à l'école. Il est généraliste. C'est bien d'être généraliste, mais il faut être spécialiste. Vous voyez chez les autres, même j'encourage beaucoup le ministère de l'enseignement technique qui apporte cette innovation, qui commence à créer une école spécialisée en mine, une école en ceci, parce qu'on a besoin des spécialistes par secteur. Sinon, qu'est-ce qu'on aura? On fera que venir de la main d'œuvre d'ailleurs. D'ailleurs, je dis souvent, j'étais quelque part, on apprécie ensemble les réalisations, les constructions au Congo. Je dis, mais on a un problème. On construit, mais on n'entretient pas.
Pourquoi on n'entretient pas? Quelqu'un m'a attaqué, il m'a dit vous êtes des faux ingénieurs, là-bas à l'aéroport il y a la chaleur. Je dis c'est bien. Mais parfois quand on fait venir des gens pour construire, ben, ils utilisent des technologies parfois pas maîtrisées chez nous. Oui. Il a fini de construire, il a livré le bâtiment. Son contrat, là, il est parti. Il est parti. Ouais. Vous qui restez, qui suit? Et c'est là où le problème, même nos dirigeants n'imposent pas leurs jeunes auprès de ces structures d'apprendre. Une entreprise qui vient avec tout son personnel, qui a un chantier sur 1 année, 2 ans, 3 ans, n'a même pas pris le soin de former un jeune Congolais ou d'octroyer des stages. Mais vous voulez que ces bâtiments-là, toutes ces nouvelles technologies, qui fait la maintenance? Donc ça, c'est un problème. On va rebondir sur ça. On a dit que tout à l'heure, on n'était là pas pour dénoncer les problèmes du système pédagogique, mais je pense que oui, parce que c'est une plateforme que beaucoup de gens suivent et on va profiter de cette plateforme pour passer un message. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Doré, c'est très intéressant. Comment, à ton avis, l'État devrait faire pour toutes les personnes qui viennent construire des chantiers ici, associer cela à une formation pour que ceux qui restent fassent le suivi? Moi, je pense que ça devait même être une loi au sein des grands travaux. Formation obligée. Chez nous, on néglige les notions de formation. Vous verrez des cadres qui sont en entreprise 5-10 ans, même un recyclage, il n'a jamais fait. C'est pas mauvais de recevoir des externes qui viennent construire chez nous, mais imposez les cadres du pays pour travailler avec eux, sans se rendre compte qu'on me met à côté de vous, vous aider à brancher une caméra, sans me dire faites ça. À force de faire, je prends de l'expérience. Et ces gens-là, parfois, viennent avec tout, ils prennent le bas. Les gens me diront, oui, ils travaillent. Non, parfois, on prend les jeunes Congolais pour ramasser le sable. C'est là où la vraie technologie se fait, ça demeure un secret. C'est ça l'un des problèmes de difficulté de maintenance de nos infrastructures. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprécier la cohabitation ou bien la collaboration qui existe entre le ministère de l'enseignement technique et professionnel et celui de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de l'alphabétisation. Mais j'ai souvent dit, le ministère en charge de l'éducation devraient travailler ensemble. Le ministère de l'enseignement supérieur et même le ministère, les autres ministères devaient les poser. L'enseignement supérieur, dans certains pays, on ouvre des filières en fonction du besoin. On veut construire des routes dans 5 ans, mais on aura besoin de beaucoup de topographes, beaucoup de ceci. L'enseignement supérieur a ses besoins, mais intensifie les formations dans ce secteur. Nous, on prend parfois des boursiers qu'on envoie ailleurs pour aller faire telle filière, pour venir répondre à quel besoin. Nous avons beaucoup de formés, mais à la maison. Sinon, une formation sérieuse devrait répondre à un besoin. Donc, pour répondre un peu à cette difficulté, ça créerait de l'emploi, mais il faut imposer à ces structures externes qui viennent. Mais des stagiaires, nous avons beaucoup de jeunes dans nos universités privées comme publiques qui peinent à avoir même un stage. Hier, j'étais avec un quelque part qui me dit, même 1000 francs, je n'ai pas envie. J'ai juste besoin du stage pour aller se tenir ou pour voir comment ça se passe en entreprise. Parce que de toute sa formation, il n'a rien fait. Que du papier, quelqu'un comme ça. Il a fait par exemple comptabilité, tout. Il a même le master, mais il n'a jamais fait même un petit calcul en entreprise. On donne des exercices qu'on lui donne à l'école. Mais comment vous voulez que ça soit un jeune compétent? Donc je pense que le système est à revoir, à améliorer. J'ai toujours été contre ceux qui pensent que notre système il est pourri. Parce que même quand nous quittons ici, j'ai beaucoup d'amis qui ont été premiers d'établissement à Cotonou, au Sénégal, un peu partout, major de sa promotion. Mais parfois, c'est des talents qu'on pouvait construire ici. J'ai souvent une expérience que j'ai vue dans un pays, ce pays, pour ne pas en faire la publicité, qui s'est rendu compte, comme le Congo, qu'on dépense des milliards et des milliards pour la formation des jeunes à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ok, on veut des ingénieurs, par exemple, ou bien des experts comptables. On les envoie, par exemple, je prends un exemple, pour ne pas citer un pays, si Nkayi est un pays, on va faire une expertise là-bas. Telle école de Nkayi a quoi? Tel matériel. Ok, l'État subventionne une école de la place. Il dit, bon, ce matériel coûte 50 millions, on vous accompagne à l'avoir, la compétence, il est formé. C'est un contrat, c'est comme sous forme de crédit entre l'État. Parce que beaucoup de promoteurs d'université vous le diront. Mais vous me demandez tel matériel, je n'ai pas la possibilité d'en avoir. Les taxes coûtent cher, ainsi de suite, ainsi de suite. Logiquement, le secteur de l'éducation devait être beaucoup exonéré. Mais chose est dommage de constater, ces réalités ne sont pas chez nous. Donc ça fragilise aussi notre système. Mais nous apprécions déjà les évolutions qui se font. Les différents efforts fournis. Déjà, comme j'ai dit, je ne fais pas leur publicité, appréciant ce qui est bien. L'enseignement technique et professionnel est en train de construire beaucoup de centres professionnels. Nous voyons le MEPSA améliorer les conditions avec la construction de beaucoup d'écoles. Et nous souhaitons que vraiment que ça s'intensifie, que ça continue pour qu'on sente réellement que le Congo aussi soit positionné à l'échelle de plusieurs pays. Nous y sommes déjà parce que j'ai toujours dit nous sommes beaucoup scolarisés, mais il manque un petit sérieux tout simplement pour
créer le déclic. Exactement. Aujourd'hui, compte tenu de toutes ces initiatives que vous avez mises en place, est-ce que vous êtes accompagné déjà? Avec qui vous travaillez? Et surtout, quelle est la grande difficulté majeure rencontrée au quotidien? Bon, accompagné, déjà, je vais commencer par ça. On dit déjà merci à l'État. Nous avons déjà reçu plusieurs projets que nous avons gérés, à l'instar du ministère de la Jeunesse qui nous a beaucoup fait confiance. Nous disons merci au ministre en charge de la Jeunesse. Il nous a confié beaucoup de lourds projets. Par exemple, le projet Lengue Moi Connect. Nous avons formé 500 jeunes dames au métier du numérique. Pas mal de projets. Nous avons travaillé avec le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation aussi, sur les tournées dans plusieurs ville. Nous avons pas mal de collaborations en cours de négociation avec l'enseignement technique parce que nous avons proposé beaucoup de réformes dans le secteur des formations agricoles, surtout des formations à l'implémentation du numérique et des nouvelles technologies de l'agriculture. Donc nous sommes en pleine discussion avec les autorités habilitées au niveau du ministère de l'enseignement technique parce que nous sommes prêts à mettre notre expertise pour le développement de ce secteur, car c'est une priorité pour le chef de l'État. Mais nous ne pourrons pas continuer à faire les jeunes une agriculture rudimentaire. Et aujourd'hui, je suis ici, je peux arroser un champ qui est en caille grâce à la nouvelle technologie. Je n'ai pas besoin d'être là pour faire la veille. Donc ce sont ces modules de formation que nous voulons apporter, surtout pour les jeunes qui sortent des lycées techniques. Il a fait déjà électronique, il a une base, il a fait électricité, électrotechnique, mais on applique de l'électronique embarquée à ça, on applique de la programmation. C'est des jeunes qui feront des merveilles. Comme nous n'avons pas la décision, nous continuons à faire le suivi des courriers. Donc, pour dire l'accompagnement de l'État, c'est dans ce sens. Pas mal de ministères nous ont déjà sollicité, nous avons déjà travaillé. Mais la petite difficulté demeure, j'ai toujours dit, au niveau du sérieux de la question d'orientation. Vous voyez, les gens pensent que la formation, c'est le hasard. Bon, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de cadres déchus. Vous allez remarquer avec moi, tout à l'heure, j'ai vu le président de l'université Marine Gwabi publier le calendrier des concours. Vous verrez un jeune inscrit à 6 concours. Là où ça marche, c'est là où il va. S'il a la malchance que ça échoue, il va dans des facultés où l'inscription n'est pas conditionnée par un concours et il fait. Et pensez-vous que ça, ce sont des cadres qui font des études par passion. Encore aujourd'hui, la dérive, quand il a trop échoué, il va dans l'armée. Puisque là-bas, on recrute en grande masse. Or, ça ne devrait pas se faire ainsi. Et nous dénonçons ou bien nous réclamons une petite prise de conscience de ces autorités. Chaque ministère a ses directions en charge de ces questions. Qu'est-ce qu'elles font? À l'enseignement technique, nous avons la DOBAS. À l'enseignement supérieur, nous avons la DOB, donc la direction d'orientation des bourses. À l'enseignement primaire, je crois que c'est la DESSOU, une direction chargée des offres scolaires, je ne connais plus trop les détails. Donc, tous les 3 ministères en charge de l'éducation ont ces questions. Au niveau du ministère en charge de la jeunesse, nous avons le FONIA qui est là aussi, qui fait un peu ces questions, qui recadre un peu les jeunes, qui forme, qui accompagne, et nous les encourageons, très appréciable. Le DG s'implique beaucoup. Mais nous sollicitons un réveil et une prise de conscience de ces autorités pour que la question d'orientation soit vraiment prise au sérieux et qu'ils puissent faire leur rôle, puisque les textes le disent. Leurs nominations, ils sont nommés pour ça. Comme on dit, les indemnités, ils les perçoivent pour ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est les ministères ou bien les ministres qui ne prennent pas cette question au sérieux? Est-ce que, parce que souvent, nous avons la volonté. Nous le faisons par nos moyens. Moi, Doré, je vous dis, je veux aller en Caille avec les jeunes. Bon, je veux changer Caille. Il ne faut pas que les autorités de Caille se disent que je prends des outils, mais tu arriveras un DD même pour te donner l'autorisation d'échanger avec les élèves. C'est des problèmes. C'est des problèmes, ouais. Je veux te montrer le récépissé, toute la documentation, elle est là. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. À la limite, même, il n'est pas avec vous pour des... Un même m'a dit, mon fils, tu travailles où? Big, maman, bien, il y a le Congo. Nous, on a fait seulement comme ça. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est pas une question sérieuse, c'est pas une question pertinente. Et c'est ce qui crée... Ça crée même des dépenses inutiles à l'État. C'est maintenant que c'est un peu diminué. Nous avons eu une période où on envoyait en masse à l'étranger. Mais soit c'est des jeunes qui partaient s'embourber là-bas pour ne plus rien faire, soit ils revenaient sans aucune compétence, mais tout cet argent investi, on pouvait les mettre ici et les encadrer normalement. Parce que moi, je suis parmi ceux qui sont contre que la sagesse est toujours ailleurs. Si on met les conditions chez nous, nous pouvons former moins de dépenses, mais avec des résultats très sérieux. Donc, c'est beaucoup plus la question de prise de conscience. Et si j'étais conseiller à ces 3 ministres, je les demanderais de demander à ces gars qui sont à ces postes, qu'est-ce qu'ils font? Je les dirais en toute humilité, si c'est vous qui ne mettez pas les moyens, mettez un peu des moyens sur ces questions parce que ce sont des questions très sérieuses. C'est là que les bacs se sont
les épreuves ont pris fin, bientôt les délibérations, vous allez remarquer les enfants et les parents en difficulté. Ça commence. Personne ne sait où aller. Où aller, oui. Et des enfants, parfois, surtout ceux qui quittent l'intérieur du pays, sont perdus à Brazzaville, puisqu'ils n'ont que Brazzaville où aller. Nous lançons un coup d'alarme encore au chef de l'État, à toutes les autorités. Merci pour l'université de Pointe-Noire qui est en construction. Ça soulagerait toute cette zone pour que tout le monde ne se déporte toujours à Brazzaville. Mais si la question d'orientation est traitée dans les écoles, ainsi de suite, nous verrons qu'il y aura moins de dérives à Brazzaville. Moins de dérives. Doré, aujourd'hui, quels sont vos objectifs à long terme avec le Fonatev et avec Future Vision Academy? Avec le Fonatev, déjà, c'est d'accentuer notre présence dans tous les départements. C'est peut-être au niveau des difficultés financières, parce que quand on dit présence, vous devez avoir de la permanence un peu partout, mais même si c'est de rassembler les départements proches, avoir des bureaux un peu partout, pour qu'on ait la permanence dans ces départements. Ou bien même solliciter un partenariat, dont j'ai une discussion avec les ministères en charge de ces questions. Si nous pouvons travailler étroitement avec les directions départementales, voir quelle est la forme, c'est le souhait du Fonatev d'être vraiment le bras direct de l'État, bien que ces structures existent, mais qu'ils admettent qu'il y a aussi des jeunes qui ont la passion de le faire, qui travailleront à côté d'eux. Si les directions départementales sont implantées dans tous les pays et qu'on nous donne un petit bureau partout, ça nous épargnerait des frais de location dans tout le pays, mais vous aurez des jeunes volontaires engagés à faire ce travail. Donc la vision du Fonatev, vraiment, c'est d'aller que quelqu'un se perde parce qu'il a voulu se perdre, mais pas parce qu'il a manqué l'information. C'est vraiment pour cette rentrée scolaire, nous lançons le cri d'alarme au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de l'alphabétisation et surtout au ministre de l'enseignement technique et professionnel d'accompagner cette sensibilisation. Nous voulons faire tous les lycées de notre pays, tous les collèges, même si pas dans chaque lycée, mais vraiment par département. Pour rassembler la plus grande masse. Exactement, pour vraiment sensibiliser les jeunes et les parents à ce qui se passe. Parce que parfois, ceux qui mettre les enfants en dérive, ce sont les parents. Les parents, oui, mais parce que eux-mêmes également, ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas d'informations. Ils se basent sur ce que eux ils ont. Alors que le monde est changé. Voilà, il va se réveiller, il va dire, moi, mon rêve, c'était que mon enfant devienne militaire. Qui t'a dit que ton enfant devienne militaire? Mon enfant devienne médecin. Qui t'a dit à l'école? C'est l'enfant lui-même qui sait là où il est fort et là où il est faible. Moi, on connaît des amis, ils travaillent à la maison, c'est le même exercice. Il fait que face au tableau. Toi, papa, tu vois, mon enfant travaille beaucoup, mais lui-même, il connaît ses compétences. Et nous sommes habilités à détecter ce genre de jeunes, dire non, toi, c'est pas la médecine, toi, c'est ça, ou bien toi, c'est ça, ou bien il y a des domaines qui se rapprochent. Vraiment, c'est le travail. Donc, nous, la vision au niveau du Fonatev, c'est de s'étendre à travers la nation pour répondre à ces questions. Mais nous, au niveau de Future Vision Academy, nous sommes en train de nous battre avec les petits moyens pour vraiment acquérir le matériel de qualité. Nous sommes en train de mobiliser des partenaires en Chine. C'est vrai que les factures sont fortes, mais nous travaillons. Rome n'a pas été battu en un jour. Donc, nous continuons à mener des efforts parce que pour nous, nous voulons que les jeunes apprennent au Congo, mais avec du matériel de qualité. De qualité, oui. Et du sérieux. Exactement. Et du sérieux. Doré, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Je sais que les échanges ne sont pas terminés. On va continuer à vous suivre sur le terrain. Mais s'il y a un mot que vous devrez passer à toutes les entreprises qui nous regardent, tous les partenaires et sponsors qui peuvent vous accompagner, et surtout à toutes les autorités de l'État, ça serait quoi? C'est tout simplement, comme nous avons dit, un appui pour nous aider à toucher vraiment le maximum de jeunes. Déjà là, nous avons deux grandes activités parce que le Fonatev est axé sur la technologie, comme je disais. Nous avons un programme que nous appelons Femmes, Sciences et Technologies, qui est spécialisé uniquement pour former les femmes au métier des sciences et des technologies. Il sera lancé à Pointe-Noire d'ici fin juillet. S'il y a des partenaires qui peuvent nous accompagner, des femmes de la science et technologie qui peuvent partager de l'expérience, nous sommes disponibles. Et en début août, nous aurons une grande messe de l'orientation à Brazzaville. Déjà, c'est pour lancer le cri d'alarme à ces autorités en charge de ces questions, de nous ouvrir leurs portes pour que cette fois-ci, nous faisons une grande messe de l'orientation. C'est de sensibiliser aussi des partenaires des universités privées. J'ai souvent dit qu'il n'y a pas de concurrent. Chez les autres, vous verrez, les universités se serrent les coudes. Mais chez nous, parfois, chacun tire le tension de son côté. Nous, le but, c'est de les rassembler tous, de tenir des salons, d'échanger, afin que le système éducatif de chez nous puisse réellement connaître du succès. Donc, c'est un appel aux sponsors, un appel aux aînés, un appel aux autorités qui pensent qu'ils peuvent œuvrer avec nous dans ce sens, parce que le Fonatev a tout type de membres. Il y a des membres d'honneur, des membres gracieux, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps d'être là, mais qui accompagnent d'une manière ou d'une autre le Fonatev. Nous serons heureux, tout en rappelant que le 31 juillet,
nous fêterons les 6 ans d'existence du Fonatev au Congo. Et forcément, ça sera une joie de voir plusieurs autres partenaires se joindre. Ok. Doré, c'était un plaisir donc pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. De partout où vous êtes, on n'oublie pas de soutenir la jeunesse, car aujourd'hui, la jeunesse est le moteur du développement de notre nation. Doré, donc on va continuer à vous suivre et surtout, merci beaucoup de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci.